Bonjour à tous. Voilà, je vous présente Patrick qui va nous Bonjour. présenter la session qui va nous faire du bien à tous pour l'équipe qui communiquait. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, déjà, aux orgas d'Agile Grenoble pour cette organisation. C'est pas quelque chose de très facile à faire et je suis très content d'avoir pu participer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une équipe. J'ai appelé ça l'équipe qui communiquait. C'est une expérience que j'ai vécue de 2017 à 2018 au Canada, une expérience qui était assez riche, assez exceptionnelle. Un petit warning avant de commencer. Il ne s'agit pas de vous présenter une situation idéale, quelque chose qu'il faut absolument reproduire. C'est quelque chose de très spécifique, des essais, des erreurs qu'on a commises. Je vais vous parler des erreurs qu'on a commises également. Je ne vous parle pas d'une success story, je vous relate une expérience. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Pour vous situer un petit peu le contexte, où est-ce qu'on est? On est en Amérique du Nord au sein de l'un des leaders de la fast fashion en Amérique du Nord. Ce leader-là vend exclusivement des vêtements féminins pour deux cibles, les 16-20 ans, les 25-35 ans. Malheureusement, il y a eu beaucoup de fermetures depuis la crise de la Covid. Aujourd'hui, on parle de un peu plus de 4000 employés dans 300 magasins qui sont répartis dans 2 pays. 45 ans dans l'industrie, ça n'est pas rien. Et pendant ces 45 ans, ils ont réussi à développer ce qu'ils pensaient être un seul produit. Ce produit était malheureusement composé de silos cloisonnés, ce qui, de facto, en fait plusieurs produits. Et qui dit plusieurs produits va dire plusieurs PO. Chaque PO dépendait d'un leader qui était complètement absent. Du coup, comme ils étaient livrés à eux-mêmes, ils cherchaient à favoriser leur zone d'influence, puisque c'est la seule qu'ils voyaient. Ils étaient de bonne foi, hein, je ne critique pas, je ne critique pas. Ils faisaient comme ils pouvaient, mais malheureusement, du coup, comme je le disais, ils créaient des silos. Sur ces silos travaillaient des contracteurs. On avait des équipes de sous-traitants qu'on ne voyait jamais. Chaque PO ne pouvait leur parler qu'à certaines occasions. Et il se trouve que ces équipes, elles étaient sous l'autorité contractuelle du département IT de la boîte, et les PO, eux, étaient sous l'autorité du département marketing. IT donnait des contraintes financières, marketing donnait des contraintes fonctionnelles. Tout ça, bien sûr, sans vraiment se parler. Je ne présente pas mon écran depuis tout à l'heure. Oups. C'est dommage. Pourtant, j'avais préparé de très belles slides. Désolé. Oui, les joies du direct. Merci, Paul-Emmanuel, effectivement. C'est dommage parce que les images étaient vraiment parfaites. Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais que ces équipes étaient sous l'autorité contractuelle du département IT et les PO sous l'autorité du département marketing. On avait d'un côté des contraintes financières, de l'autre des contraintes qui étaient fonctionnelles. Tout ça, s'était fait, bien sûr, sans vraiment se parler. Est-ce que je partage bien mon écran? Hop. Oui, pardon. Et du coup, comme ces gens-là ne se parlaient pas, et ben dans les discussions, on finissait par oublier quelqu'un qui pourtant était plutôt important. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté. Le groupe a décidé de nommer un directeur expérience numérique. J'avais failli dire expérience digitale, mais je me suis repris. Il commence par figer les développements pour contenir ce qu'il appelait une hémorragie de features. Il a lancé un grand chantier qu'il a appelé Fix the Foundation, pas de build, que des fixes, et il commence à constituer son équipe, et c'est là que j'ai eu la chance d'arriver. Dans cette équipe expérience numérique, on devait avoir autorité sur l'expérience des utilisateurs. L'idée, c'était de ne pas tomber non plus dans le piège du monstre à deux têtes. Donc, pour ne pas avoir une seule équipe qui fait à la fois du build et du run, on a lancé le recrutement interne d'une équipe de dev dédiée au build et d'une équipe de support dédiée au run. Mais tout ça, bien sûr, ça prend du temps et du coup, on continue à travailler en attendant avec cette équipe de sous-traitants. Malheureusement, comme on était toujours dans une organisation un petit peu conflictuelle,
On n'avait que très peu accès aux données du call center. On avait accès aux ratings des apps, mais ça ne nous servait à rien puisqu'on n'avait pas du tout la maîtrise du développement, donc on ne pouvait pas influencer ce qui pouvait être corrigé. L'équipe marketing était également toujours présente dans les activités quotidiennes, ce qui fait que les mauvaises habitudes avaient la peau dure. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. On avait des conflits puisque comme avant, chaque PO était persuadé que son composant était prioritaire malgré la phase de Fix the Foundation. Donc, il cherchait toujours à pousser des choses au lieu de nous laisser nous concentrer sur le fixe. On était également rentré dans un mode Feature Factory puisque chaque idée générait une feature. Il n'y avait pas vraiment de cohésion, pas vraiment de stratégie, il n'y avait pas de lien entre tout ça. Chaque feature était un espèce de standalone. Avait également une certaine opacité puisque les sous-traitants, bon, je les blâme pas, c'est pas leur faute, hein, mais comme ils n'avaient pas vraiment de mission, il n'y avait pas de challenge, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils communiquaient pas beaucoup, ce qui fait que malheureusement toutes nos réunions, tous les délits, les reviews, ça ressemblait à ça. Bien sûr, il n'y avait pas de démo. Si, il y en avait des fois, mais comme les développeurs se contentaient de se faire taper dessus quand ils livraient pas 100% du sprint backlog, et je parle bien du sprint backlog, pas des objectifs, puisqu'on n'en avait pas, alors ils se faisaient engueuler. Donc, pour vivre bien, vivons cachés, ils se contentaient de communiquer le moins possible. Donc, tout le monde se tapait dessus, puis on se contentait de basculer les features sur les sprints suivants. Tout ça, bien sûr, sans feedback des PO qui étaient souvent absents du développement, sans les parties prenantes qui n'étaient pas présentes non plus. Alors que ce qui est dommage, c'est que si on communiquait bien, on aurait pu aller tous dans la même direction, on aurait pu devenir irréductible et nos réunions auraient pu ressembler à quelque chose comme ça, où chacun aurait pu trouver sa place, en fait. Et c'est dommage qu'on se soit privé de cette opportunité pendant tout ce temps. Mais alors, comment est-ce qu'on pouvait arriver à ça? Quelle est la réponse à cette grande question? Et selon moi, ça n'est que mon opinion, elle n'engage que moi, mais c'est l'objet de cette présentation, donc vous êtes obligé de l'écouter. Selon moi, cette réponse, c'est l'objectif. Les objectifs, j'aimerais bien prendre un temps avec vous pour parler de pourquoi j'ai cette conviction que la notion d'objectif est un élément que je qualifierais de clé et de fédérateur. Et pour ça, on va faire un petit retour en arrière. En 2002, ces deux personnes, Edwin Locke et Gary Latham, ont publié la théorie de l'établissement des objectifs. C'est le résultat de 35 ans de recherche. Je ne vais pas vous parler de toute l'étude, rassurez-vous, je vais me contenter de vous parler des conclusions. On spoil, on arrive directement à la fin. Les conclusions de cette étude, c'est que les objectifs, l'établissement des objectifs affecte la performance selon 4 mécanismes. Ces 4 mécanismes sont la persistance, le guidage, l'énergisation et l'excitation. Oui, guidage, j'ai pas trouvé de meilleure traduction que guidance. Du coup, pourquoi la persistance? Parce que si on contrôle le temps que l'on consacre à un objectif qui est ambitieux, ça pérennise et rend l'effort plus persistant. Un objectif qui est clair guide l'attention et les efforts sur ce qui compte et nous permet d'éliminer le superflu. Énergisation, parce que quand on a des objectifs qui sont ambitieux, ça conduit à des efforts qui sont plus importants que des objectifs trop conservateurs, ce qui va générer, lorsqu'ils sont réussis, un sentiment de succès, une certaine excitation. En d'autres termes, la façon dont on va se fixer des objectifs devient importante, puisque de simples tâches affectées vont nous pousser à utiliser des réflexes automatiques, des objectifs qui sont familiers, vont nous pousser à réutiliser et à adapter nos connaissances, là où de nouveaux objectifs vont nous permettre de développer de façon spontanée des stratégies créatives. Attention, tout ça, c'est pas magique non plus. Faut pas s'attendre à ce que, comme ça, tout se règle comme après un coup de baguette magique. Il faut s'attendre, et Locke et Latham insistent beaucoup sur ces points-là, à un certain délai avant d'observer un effet sur la performance. C'est le temps qu'on trouve la bonne stratégie. On parle également d'objectifs stimulants et didactiques, plutôt que d'objectifs qui sont liés c'est qui l'auteur qui a été cité? C'est Locke et Latham. Ce sont deux personnes.
plutôt que liés à la performance, qui sont des objectifs qui deviennent plutôt anxiogènes. Et le dernier point qui, à mon sens, est le plus important, c'est que la création de stratégies s'accompagne. Pour améliorer nos chances de succès, quand on fixe des objectifs, on prend une responsabilité, comme le disait le sage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous donnez des objectifs à quelqu'un, vous prenez un engagement, une responsabilité pour l'accompagner. En bref, des objectifs qui sont engageants et motivants, ils sont spécifiques et pertinents. Ils sont difficiles et ambitieux, mais attention, il faut qu'ils restent raisonnables. Et ils sont accompagnés et sources de feedback. Ce qui m'amène, pas très subtilement, puisque c'est dans le pitch de cette présentation, aux OKR, Objectives and Key Results. Les OKR, on les doit principalement à ce monsieur Andy Grove, qui a été le CEO de Intel pendant longtemps. Il a dérivé le Management by Objectives de Peter Drucker en ce qu'il a appelé les Intel's OKR. Et tel Socrate qui était décrit par Platon, ce n'est pas à Andy Grove qu'on doit la Bible actuelle des OKR, mais à John Doerr, qui a écrit le livre Measure What Matters. John Doerr, il était parti en Californie, pour petite histoire, pour reconquérir son ex sans vraiment savoir où elle était. Et c'est par hasard qu'il l'a retrouvée en se faisant embaucher comme stagiaire chez Intel. D'ailleurs, ils ont fini par se marier. À savoir s'il a bien fait ou pas, je ne sais pas. Je vous laisse cette réponse-là. C'est chez Intel, du coup, qu'il a rencontré Andy Grove, qui l'a pris sous son aile. Et John Doerr dira de son premier contact avec les OKR, je cite, qu'il était intrigué par cette balise qui guidait les équipes à chaque trimestre. Et il nous décrit les OKR dans son livre comme quelque chose qui permet, au lieu de gérer un projet, plutôt de partager des objectifs de valeur et de se mettre à discuter du comment en définissant notre façon d'en mesurer le succès. En d'autres termes, il s'agit de prendre une vision, une mission et de les transformer en des objectifs qui sont tangibles, eux-mêmes liés à un certain nombre de résultats clés. Le but, c'est d'orienter les efforts là où ils auront un impact mesurable. Ce dernier mot est important. Les objectifs viennent décrire le quoi, ce que nous voulons réaliser, alors que les résultats clés vont nous indiquer le comment on va y parvenir. Les résultats clés doivent être mesurables et les objectifs doivent être ambitieux. Petite dédicace à Locke et Latham, ce sont les stretch goals, en fait, les objectifs ambitieux. Alors un stretch goal, c'est quoi? Très rapidement, un stretch goal, c'est un seuil au-delà duquel l'objectif est considéré comme atteint. Atteindre 70% d'un objectif fixé, c'est un succès. Le but, ce n'est pas d'atteindre 100%, ça serait trop conservateur, mais c'est de tendre vers les 100%. Ce qu'on veut, c'est aller dans une direction et ensuite on se pose la question de qu'est-ce qui nous a manqué. C'est cette caractéristique des OKR qui fait tout l'intérêt de la méthode. Alors maintenant, vous allez me demander comment ça se matérialise. Et vous aurez raison. On a d'abord, en premier lieu, une mission, une vision. Et cette mission, cette vision vont être découlées en des objectifs. Alors, on peut découper en objectifs annuels qui eux-mêmes vont être découpés en objectifs trimestriels, ou on peut se contenter d'objectifs trimestriels. La temporalité, là, elle est libre. La méthode n'est pas très prescriptive sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ces objectifs représentent le quoi. Et ensuite, on a nos résultats clés qui viennent définir le comment on va y parvenir. Et ce lien entre le quoi et le comment, c'est un élément critique des OKR. Et de façon un peu plus concrète, vous avez probablement déjà vu cet exemple si, comme moi, vous avez commencé par chercher c'est quoi les OKR en regardant ça sur Google. On trouve souvent cet exemple cité comme une illustration des OKR et pour autant, John Doerr, l'auteur de cet exemple-là, l'utilise comme un contre-exemple. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous observerez que les objectifs des sous-équipes sont basés sur les résultats clés des équipes au-dessus. Les OKR dans la défense et de l'attaque, par exemple, sont dictés par le head coach qui est pas choisi par la défense. Un objectif, il n'est ni imposé, ni ne fait bouger le KR au-dessus. Il émerge de l'équipe qui l'aligne sur un objectif au-dessus. C'est un peu un mélange de top-down et de bottom-up. Le lien qu'on observe du coup entre le quoi et le comment, les objectifs et les résultats clés, il a été matérialisé chez Intel, dans la méthode, par ce monsieur Bill Davido.
En 79, Motorola venait de sortir le processeur 68000, un microprocesseur qui était plus performant que les meilleurs d'Intel. Et du coup, ce monsieur, début 80, lance l'opération Crush. Le but de cette opération, c'était d'écraser Motorola. Il n'était pas question de changer le produit, c'était trop tard dans tous les cas. Ce qu'il fallait, c'était mieux le vendre. Du coup, Bill Davido, il a utilisé les OKR pour orienter les objectifs et les résultats clés de ses équipes sur la mesure des ventes, du marketing et du démarchage. Les OKR n'étaient pas focus sur un produit, mais sur l'accompagnement client et le marketing. Et sa contribution critique aux OKR a rendu l'implicite explicite avec une phrase qui est terriblement simple, ainsi que mesurer que. L'idée, c'était de faire le lien entre le quoi et le comment avec cette phrase-là. Nous allons atteindre cet objectif ainsi que mesuré par ces résultats clés. Ça paraît bête maintenant qu'on le lit, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez novateur et ça a révolutionné la façon dont on liait les résultats clés et les objectifs. Alors, ça me semble être le bon moment maintenant pour faire une petite parenthèse. Le mot mesurer, il fait peur. On peut facilement céder à la tentation de faire Docker un outil managérial. Ça n'en est pas un. C'est avant tout un outil de partage de vision et d'engagement autour de celle-ci. Ça n'est pas un outil de mesure de performance. Les OKR ne sont pas non plus une solution miracle. Les OKR, ce n'est pas Superman, ils ne peuvent pas arriver et remplacer le bon sens, le leadership ou une culture créative. En revanche, ils vont s'appuyer sur ces éléments-là. Si ces fondamentaux sont déjà en place, les OKR peuvent vous guider vers le sommet de la montagne à l'aide de ce que John Doerr a appelé les 4 super-pouvoirs des OKR. Le premier de ces super-pouvoirs, c'est la capacité de mesurer ce qui compte en commençant par une question: qu'est-ce qui est le plus important pour les X prochains mois? Parce qu'avec un ensemble d'OKR qu'on a trié sur le volet, on peut mettre en évidence des choses qui sont essentielles, qui doivent être faites comme prévu et à l'heure. J'ai une coupure, suis-je le seul? Ok. Le deuxième super pouvoir, c'est aligner et connecter pour travailler en équipe. Alors, des recherches ont montré que des objectifs qui sont publics sont plus susceptibles d'être atteints que ceux tenus secrets. Et non, ça n'est pas à cause de la pression ou de la honte publique qui vient avec, mais grâce à la transparence qui nourrit la collaboration. Parce que tout le monde peut savoir en tout temps si vous avez besoin d'aide. D'un point de vue plus pragmatique, l'alignement et la communication sur des objectifs et des résultats clés vont exposer les activités qui sont redondantes et permettre de fédérer les membres d'une équipe autour d'une seule et même mission. Les OKR également sont pilotés par les données. On peut mesurer pour responsabiliser. Les OKR sont rythmés par des check-ins périodiques et la notation d'objectifs et la réévaluation continue de ceux-ci. Tout ça dans un esprit de responsabilité et de jugement peut permettre de déclencher une action pour les remettre sur les rails ou les réviser quand c'est nécessaire. On ne va pas au bout du plan juste pour le plaisir de suivre un plan. Et le dernier super pouvoir, ça va être de nous pousser en dehors de notre zone de confort. Cliché par excellence, mais pourtant tellement vrai. Avec les stretch goals, les OKR vont nous motiver à exceller en faisant plus que ce qu'on pensait possible. Ça nous permet de tester nos limites, mais en nous donnant la liberté d'échouer. C'est comme ça qu'on va libérer notre créativité, mais surtout notre ambition. Et là, vous allez me poser la question, l'équipe dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est quand même le titre de la conf, c'est pour ça que vous êtes là. Eh bien, cette équipe, souvenez-vous, elle évoluait avec une armée de PO et une seule équipe de réalisation jusqu'à maintenant. C'était une équation qui était compliquée à résoudre, mais pas tant que ça finalement. On l'a résolu ainsi. On a transformé 5 PO de marketing en une collaboration entre 5 product manager qui dépendait du département marketing et un PO qui a été embauché dans notre équipe. L'idée, c'était de tester cette nouvelle organisation dont la première étape consistait à faire se parler à la fois les équipes support, marketing et PO. Le PO assurait la consolidation des infos entre le marketing qui apportait les données du marché, le support qui partageait la réalité du produit, et tout ça dans le but d'aller aligner tout ça sur la roadmap qui elle-même dépendait des objectifs.
Ce qui permettait également à l'équipe de dev de bosser pendant ces sprints sur des features qui avaient été qualifiées pendant cette collaboration entre le PO et les PM. Ça permettait, comme je le disais, de maintenir une certaine cohérence et une pertinence de la roadmap, puisque le PO portait des OKR, il avait en tête la stratégie globale. Pour ce qui est du support, le run, c'était un petit peu différent. Le run, lui, il était alimenté par plusieurs canaux, par les devs, le marketing, la hotline, et du coup, il faisait une planification, une espèce de priorisation hebdomadaire qui était dirigée à la fois par l'état de la roadmap, mais aussi là où on en était des OKR du trimestre, avec toujours en tête la valeur pour l'utilisateur. Et du coup, il n'était plus mis de côté, on se rappelait qu'il était là, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a commencé à entamer cette collaboration, on a commencé à se poser la question de nos communications. Pour savoir comment est-ce qu'on pouvait assurer vraiment cette cohésion de la roadmap, mais permettre aussi à la fois au marketing, au support, au développement, au management, de tous savoir dans quelle direction on devait aller et où est-ce qu'on devait mettre les priorités, pour ne plus avoir ces espèces de combats de coq, ma feature est plus importante que la tienne, etc. Alors du coup, notre première étape, ça a été de commencer par communiquer sur la roadmap qu'on actualisait à la fin de chaque semaine. Chaque épique étant relié nécessairement à nos objectifs, on était capable de positionner chaque sprint dans la vision de l'organisation. Comment les 2 prochaines semaines vont servir la vision à long terme, la stratégie à long terme de l'organisation. Alors pour communiquer autour de ça, on a commencé à identifier aussi l'intérêt d'envoyer au début de chaque sprint une newsletter à l'ensemble de l'organisation. Elle était ouverte, publique, n'importe qui pouvait s'y inscrire. On y mentionnait les épiques et les résultats clés, donc les objectifs, qui étaient ciblés par le sprint, les zones produits impactées, la valeur qu'on livrait, on se forçait à se poser la question de quelle est la valeur qu'on va livrer à l'utilisateur. Ce dernier point, il était devenu finalement assez facile à détailler, puisque comme on se posait continuellement la question pourquoi on fait ce qu'on fait, au travers de comment est-ce qu'on sert nos résultats clés, ben, c'était facile d'aller détailler ça dans un texte qui permettait à l'ensemble de l'organisation de comprendre dans des termes métiers pourquoi on fait ce qu'on fait. On communiquait également en permanence sur l'avancement de nos équipes, de nos épiques, là où on en était avant, là où on en était après le sprint et ce qui reste à faire. Et comme chacune de ces épiques était évaluée en termes d'efforts relatifs, mais aussi et surtout en termes de valeur business et stratégique, à l'issue d'une conversation entre le PO et les PM, à l'aide des objectifs, des résultats clés et de comment est-ce que ceux-ci servent la vision et la mission de l'organisation, on avait des éléments objectifs de priorisation qui étaient basés sur des données relatives, mais aussi et avant tout sur des données qui avaient été échangées et discutées entre tous les acteurs, entre toutes les parties prenantes. Nos sprint planning également étaient communiqués et systématiquement replacés dans le contexte des OKR et des initiatives associées. Ça n'aura pas échappé aux plus attentifs d'entre vous. Ici, vous voyez une des premières erreurs graves que j'ai faites. J'ai communiqué, je le sais, sur la vélocité d'une équipe au reste d'une organisation qui n'y était pas familiarisée. J'ai mis longtemps à me remettre de cette boulette, mais la leçon est apprise. Pour le support, enfin, chaque semaine, à l'issue de la phase de planification de priorisation dont je parlais un petit peu plus tôt, on envoyait aussi une newsletter. Dans cette newsletter, on parlait de tous les détails sur la valeur business qui était livrée, les résultats clés qu'on visait, et là encore, le travail de priorisation il était facilité par notre guide, les OKR, puisque comme on faisait systématiquement le lien avec la vision de l'organisation, on savait toujours expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on allait le faire, et ça coupait l'herbe sous le pied de toutes les polémiques qui sont toxiques et qui viennent polluer notre travail. Pour le support, les maîtres mots, c'était collaboration et transparence. Ils communiquaient ouvertement sur leur planification hebdomadaire, ce qui donnait une indication de l'état du run, ce qui nous permettait de justifier nos demandes de feedback sur les différentes priorités. Il n'y avait qu'une seule règle, en fait, dans le run, c'est que ce qui n'est pas commencé est dépriorisable sous 2 conditions. Si la valeur d'une nouvelle demande est démontrée supérieure ou si elle sert mieux les OKR actuels. On s'est également doté d'une phase de qualification. C'était en fait le point de départ de notre process. Que ce soit pour l'équipe de run ou de build, on avait forcément une phase de récolte de données concernant l'impact
les KPI, les résultats clés impactés, la valeur business, la valeur stratégique, les coûts d'opportunité également. Il y avait plein de données qui rentraient là-dedans, qui nous permettaient de savoir est-ce que vraiment on doit travailler dessus. Ensuite, on avait la phase de scoping qui nous permettait de définir est-ce qu'on peut travailler dessus. Parce que la question n'est pas de savoir seulement si on doit travailler dessus, mais est-ce qu'on est en l'état capable de commencer le travail. Alors non, c'est pas du cycle en V. Hein. On utilisait uniquement ces étapes pour se challenger et challenger les éléments qui arrivaient continuellement des équipes de marketing. Alors vous allez me dire maintenant, ok, c'est chouette, mais c'est quoi le résultat? Ben, le résultat, ça a été avant tout une élimination du gaspillage. Énormément de demandes n'ont même jamais passé la phase de qualification parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que ces demandes-là n'impactaient aucun KR et donc n'avaient pas leur place, ne s'intégraient pas dans la stratégie globale de l'organisation pour la période de temps donnée. Ou alors on s'est rendu compte qu'elle n'était juste pas rentable, puisque le coût de développement s'est avéré supérieur aux bénéfices attendus, qu'ils soient financiers ou stratégiques. Et là, c'est le dernier effet qui se coule que j'appréciais particulièrement, c'est qu'on passait moins de temps en fausses réunions de planification où en fait on se contentait de pousser ce qui nous intéressait. Parce que la transparence des communications, de nos communications autour de la priorisation, autour de l'ancrage de notre travail dans la stratégie de l'organisation rendait tout ce travail-là complètement inutile. On a également beaucoup amélioré la qualité, puisque en éliminant le gaspillage, vu plus tôt, l'équipe de support a pu prendre le temps de procéder à une analyse de données du support client. Là où auparavant, les équipes de marketing qui étaient débordées par les combats de coq incessants n'avaient pu identifier que 4 ou 5 irritants. En se concentrant sur l'action de faire bouger les aiguilles des résultats clés, le support a pu identifier plus d'une centaine d'irritants. Des anomalies, des bugs ou juste de mauvaises expériences utilisateurs. Et merci à Pareto, la phase de scoping dont je vous parlais plus haut a permis d'identifier un nombre raisonnable d'actions qui a mené à la résolution de plus de 80% de ces irritants. Alors maintenant, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, les ventes ont tout simplement augmenté. Petite anecdote, au Black Friday 2017, le site, pour la première fois de son histoire, n'a pas craché sous la charge, puisqu'on avait grandement amélioré la stabilité de la plateforme à travers la phase de Fix the Foundation. Et toujours pour l'anecdote, le service approvisionnement de la marque, chaque année au Black Friday avait l'habitude que vers 20h, 21h, le site crash et du coup ne s'embarrassait pas de prévoir des stocks plus importants. Là, on s'est retrouvé avec une telle demande, puisque le site n'a pas craché, qu'il y a eu plusieurs semaines dans les délais de livraison. Alors oui, c'était embêtant pour nos collègues, mais pour nous, c'était quand même une petite victoire. On était assez fiers. Alors là, maintenant, on parle depuis bientôt une demi-heure et vous avez l'impression, j'en suis sûr, que je suis en train de vous décrire un système parfait. Seulement, c'est bien beau tout ça, mais si je veux être honnête, on a quand même fait des boulettes et c'est le moment un peu shame où je vais vous en parler. La première erreur qu'on a faite, c'était de considérer que les OKR étaient à propos du produit. Les OKR ne sont pas à propos du produit. Les OKR, ils visent à affirmer une vision, à favoriser l'engagement autour de cette vision. Dans l'approche OKR, le produit n'est rien de plus qu'un outil dans cette mission. Un produit, ou une roadmap, ça se change, ça s'adapte. Une raison d'être, ça s'adapte plus difficilement. Or, comme les OKR découlent de cette raison d'être, les OKR ne sont pas un outil de gestion de produit. Voici par exemple certains des objectifs qu'on s'était fixés pour Q1 2017. Aujourd'hui, avec le recul, quand je les lis, je ne suis pas particulièrement fier parce que je ne les trouve pas assez puissants, pas assez forts. Ici, on parle de produit, on ne parle pas de l'expérience utilisateur, on ne parle pas de sa satisfaction, on ne parle pas de la valeur business ou de la valeur tout court qui est retirée par l'atteinte de ces objectifs. Quand je les lis, je sais ce que je dois faire, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Deuxième erreur qu'on a faite, nos OKR, on aurait pu mieux les utiliser. Par exemple, notre roadmap, on aurait pu la communiquer comme ça. Au lieu de fournir une roadmap avec des épiques dedans, donc des fonctionnalités, on aurait pu se baser exclusivement sur des objectifs au lieu de features.
Même si nos épiques étaient liés à des OKR, ça demandait une étape de recherche de plus pour pouvoir faire le lien. Là, on a raté une belle opportunité. On aurait pu communiquer autour d'un calendrier d'objectifs et de résultats clés. Ça aurait été encore plus frappant et ça aurait permis de mieux ancrer notre roadmap, ce qu'on fait, notre calendrier, dans la vision de l'organisation. Une belle opportunité ratée. J'ai beaucoup de regrets sur ce point-là. La troisième erreur qu'on a faite, c'est de confondre ou de ne pas assez utiliser les OKR inspirationnels et les OKR engagés. Les OKR inspirationnels, c'est ce qui nous aide à trouver du sens à notre présence dans le collectif. On n'a pas vraiment de chemin défini pour l'atteindre, c'est juste un vœu, c'est un souhait. Les OKR engagés, eux, nous poussent à atteindre un résultat donné, à accomplir, elles sont bien définies. Je pense qu'on n'avait pas assez d'OKR engagés. Du coup, l'instinct était parfois plus fort que le pragmatisme. Ici, par exemple, on a un OKR qui est inspirationnel. On souhaite atteindre une situation idéale, mais est-ce qu'on sait seulement si c'est réaliste? On a parlé d'objectifs challengeants, mais pas impossibles tout à l'heure. Du coup, peut-être qu'on aurait dû d'abord parler, je ne sais pas, de créer un environnement qui permet à chacun de s'épanouir. Je n'ai pas la réponse à la question, mais aujourd'hui, je challenge la pertinence de cet objectif. Ici, on a un objectif qui est à l'inverse plutôt engagé. On sait qu'on va mettre l'accent sur la qualité, mais on ne sait pas comment. Est-ce que c'est à travers un processus de test qui est renforcé? Est-ce que c'est à travers une attention donnée aux pratiques de développement orienté qualité? Je ne sais pas. Là, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai voulu utiliser un objectif engagé, mais je ne l'ai pas assez exploité. Je ne suis pas allé au bout. À notre décharge, les OKR engagés, on en avait peu, mais aussi parce qu'on voulait éviter de tomber dans ce piège. Quand on commence avec les OKR et on commence un peu maladroitement, on a tendance à vite tomber dans le piège de la to-do list. On finit par avoir une to-do list un peu complète, mais les OKR, c'est un moyen de définir des priorités pour une période de temps donnée et non pas de faire de la to-do list. Les OKR, pour finir sur le côté inspirationnel versus engagé, c'est un outil qui doit permettre d'identifier des objectifs comme engagés ou inspirationnels, mais attention, c'est à manier avec prudence, avec sagesse, parce que un OKR qui est engagé, si vous l'identifiez comme inspirationnel, vous allez augmenter les risques d'échec, et si vous faites l'inverse, vous allez propager la défiance. On ne le faisait pas, nous, de façon assez éclairée, cette identification. Du coup, forcément, ça menait à pas mal d'erreurs. La quatrième erreur qu'on a faite, c'est que les OKR doivent promettre une valeur. Sans la promesse de la valeur, il n'y a pas de raison de dépenser son énergie. Si on ne sait pas expliquer quelle est la valeur que, par exemple, l'utilisateur va retirer de ce qu'on va faire, pourquoi est-ce qu'on devrait y aller? Par exemple, cet objectif, en tant que tel, ne traduit pas l'intérêt pour l'expérience utilisateur. Je veux avoir une compréhension systématique des projets en temps réel, des systèmes, des ops. Je ne sais pas, il va en faire quoi l'utilisateur de ça? Alors que si je l'écris comme ça, je souhaite fournir au client une expérience optimale et dernier cri basée sur des données temps réel, extraites d'une compréhension, blablabla. Alors oui, c'est plus long. D'accord, c'est un peu chiant à lire. Mais par contre, ça capture mieux pourquoi on veut cet état des lieux quasiment en temps réel. On sait à quoi on se destine, on sait quel est notre focus quand on va définir des résultats clés qui vont dans ce sens-là. Du coup, on va mettre un focus sur l'état de l'art du marché, par exemple, là où ce qu'on n'aurait pas fait dans ces versions précédentes. En fait, il faut se poser la question, et c'est ce que John Doerr nous dit quand il conclut sur son chapitre, quand il parle des low value OKR, c'est se poser la question, est-ce que cet OKR pourrait obtenir un 100% de réussite dans des circonstances raisonnables, sans aucun bénéfice pour l'utilisateur ou les revenus? Si la réponse à cette question est oui, alors il faut modifier l'objectif pour mettre un focus sur un bénéfice tangible. Enfin, j'aimerais terminer sur les OKR en vous expliquant pourquoi, selon moi, encore une fois, c'est mon opinion, elle n'engage que moi, pourquoi les OKR et Modern Agile forment un très bon couple. Dans Modern Agile, vous avez la livraison de valeur continue. Eh bien, en adoptant des OKR qui sont basés sur la valeur, les équipes permettent de mettre le focus continuellement sur la livraison de valeur.
Le cycle trimestriel des OKR, c'est une time box et chaque équipe s'engage à livrer une certaine valeur qui est alignée sur la stratégie de l'organisation dans cette time box, du coup, en améliorant tous les OKR qui sont pertinents. Au lieu de faire des grosses releases, elles vont tester des hypothèses expérimentées parce qu'on sait dans quelle direction on souhaite aller. On expérimente et on apprend rapidement aussi parce que, alors, dans l'approche OKR, utiliser le résultat d'un sprint comme mesure de progrès, c'est vu comme une illusion puisque le feedback se base sur une opinion. L'idée, c'est d'avoir des données tangibles pour valider, invalider des hypothèses. On expérimente et on apprend rapidement puisqu'on met le focus sur les résultats, des résultats de valeur et les données objectives et pas sur une opinion. Les résultats de business, c'est la liberté d'expérimenter, donne souvent des résultats extraordinaires. Malheureusement, tout ça ne peut se faire que si vous êtes dans un environnement sécuritaire qui permet à chacun d'aller expérimenter. Pourquoi? Parce qu'en s'assurant que les équipes travaillent dans un environnement où elles peuvent collaborer, où elles peuvent faire preuve de transparence, où elles peuvent établir des objectifs et décider de comment elles souhaitent les atteindre, eh bien, elles vont suivre une boucle de feedback plutôt courte qui vont réduire d'autant le risque de gaspillage. Enfin, je voudrais terminer sur ce point-là, puisque c'est le point qui m'anime le plus dans mon travail. Les équipes, à travers des OKR, on leur propose de définir elles-mêmes un but, une direction. Les équipes qui travaillent tous les jours dans notre organisation vont comprendre comment elles peuvent faire une différence, comment elles peuvent avoir un impact. Finalement, on va avoir une vue complètement dégagée sur le lien qu'il peut y avoir entre leur travail et la stratégie de l'organisation. Et c'est quelque chose qui est malheureusement souvent perdu de vue, qu'on a failli perdre de vue à quelques reprises dans l'équipe qui communiquait. Mais finalement, en respectant ces 4 valeurs de Modern Agile et en adoptant la démarche des OKR, on a favorisé une culture de la transparence, de la communication sur ce qu'on faisait, et on a donné du sens à ce qu'on faisait, ce qui a fait de nous une équipe plutôt engagée. Et j'aimerais du coup terminer cette présentation en remerciant cette équipe de Phénomène pour une super expérience humaine, et j'aimerais également vous remercier de votre attention. Et n'oubliez pas de donner un petit rôti à la fin de cette présentation. Et il nous reste du coup du temps pour qu'on puisse poser des questions, y répondre, discuter de tout ça. Beaucoup, Patrick. Vraiment une belle dynamique. Ça a beaucoup échangé. Donc, les questions sont. Il y a eu plusieurs questions. Il me semble qu'il y en a 9. Non, 6. Donc, je te laisse peut-être les voir dans l'ordre des votes et y répondre au fur et à mesure. Oui. Alors, une question de Monsieur Chapelle, qui vient de se faire dépasser, mais c'est pas grave, je vais répondre quand même. Tu disais que les OKR ne sont pas un outil de mesure de la performance de l'équipe. Comment vous avez évité que vos OKR soient réutilisés comme des KPI? Ben, en fait, au début, on ne les a pas communiqués. On a commencé l'expérimentation des OKR en interne dans notre équipe. On ne communiquait pas sur nos OKR tout de suite. Ce que je vous ai présenté, les communications qu'on envoyait, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça d'un coup et qu'on a mis en place tout de suite. C'est le résultat de plusieurs mois d'essais et d'erreurs. On a fini par obtenir d'abord la confiance des équipes marketing dans le fait que quand on livre des choses au travers de notre approche OKR, en fait, on va livrer des choses qui ont du sens et on a eu des données tangibles pour faire valoir la valeur qu'on était en train de livrer. Puisqu'on s'intéressait d'abord à comment on allait mesurer ce qu'on allait faire, on était capable de venir avec des chiffres pour dire voilà ce qu'on a voulu expérimenter, voilà quelle hypothèse on était en train de tester et voilà pourquoi est-ce que notre hypothèse est validée. Du coup, petit à petit, les résultats clés étaient communiqués à l'extérieur plutôt comme une explication de comment on va atteindre un objectif plutôt que comment est-ce qu'on va mesurer la performance d'une équipe. Est-ce que ça répond à ta question, Sam? Un jour, on pourra vivre heureux sans vivre caché, tout à fait. Marie demande, si je comprends bien, les OKR ne sont jamais individuels, mais pour une équipe. Question un peu tricky. Pas tout à fait jamais. Ils sont d'abord pour une équipe. Ensuite, peuvent devenir individuels. Mais avant tout, et c'est comme ça que nous, on utilisait les OKR, on les utilisait comme un outil de fédération
de création de liens entre les membres d'une équipe. C'est-à-dire que chaque membre d'une équipe ne travaillait pas dans sa cour sur son propre truc, mais c'est l'équipe en tant que groupe qui venait s'engager dans une démarche d'atteindre tel objectif qui permettait de servir la vision de l'organisation. Du coup, on encourageait nos collègues à plutôt se mettre en équipe pour définir comment est-ce qu'ensemble, ils vont pouvoir atteindre un objectif. Alors après, l'approche OKR by the book n'interdit pas les OKR individuels, mais en revanche, je vous invite à vous poser la question de pourquoi vous utiliseriez les OKR. Si la réponse à cette question, c'est pour fédérer les membres d'une équipe et créer une culture d'équipe, et au lieu d'avoir un groupe d'individus, vous retrouvez avec une véritable équipe, comme le mentionnait la présentation de ce matin d'ailleurs, je vous invite à plutôt travailler sur des objectifs d'équipe. Marc demande comment ont été fixés vos OKR, initiative de l'équipe ou avec le manager. Je vous ai dit à un moment donné que les objectifs n'étaient pas imposés. Ils émergeaient de l'équipe. Si je vous en ai parlé, c'est parce qu'on a fait l'erreur de chercher à imposer des objectifs à une équipe. Du coup, d'expérience, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, encore une fois, on se repose la question de l'intention. Quelle est l'intention derrière l'utilisation des OKR? L'intention, c'est de fédérer l'équipe et de les faire s'engager dans une démarche, s'engager dans la vision de l'organisation. L'engagement, ça ne s'exige pas, d'accord, ça se gagne, et on ne peut pas exiger l'engagement dans un objectif imposé, on ne peut que fournir les conditions à une équipe pour qu'elle se sente libre de s'engager dans cette direction-là. Du coup, au début, pour répondre à ta question, Marc, les OKR étaient imposés par le manager et on s'est rendu compte assez rapidement que ça marchait pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'était plutôt une démarche où le manager présentait ses propres objectifs, les objectifs qu'il proposait à l'équipe expérience numérique, et il demandait à chaque sous-équipe, entre guillemets, de venir proposer des objectifs alignés sur les objectifs au-dessus. Et ensuite, on se retrouvait assez régulièrement, on faisait des checkpoints. Et ce qui était assez beau, c'est qu'on se retrouvait parfois avec les équipes de dev qui venaient challenger les objectifs du directeur, puisque ça va dans les deux sens. Quand on fait un checkpoint, une équipe peut dire que ça fait pas de sens, que c'est pas réaliste en fait l'objectif au-dessus. Si je ne suis pas capable de dire que oui, je peux m'engager dans telle direction, c'est que peut-être que la direction n'est pas forcément la bonne. J'espère que ça a répondu à ta question, Marc. Autre question, si j'avais bien compris, vous aviez des OKR pour cette équipe, aviez-vous aussi des OKR global entreprise? Alors, quand je suis parti, il n'y en avait pas encore. En revanche, l'initiative des OKR qui a été impulsée, du coup, je fais un petit rollback sur la question d'avant, par le manager, il s'appelle David. David avait impulsé cette initiative-là à la suite d'une démarche de définition de mission de l'organisation. L'organisation avait passé quelques semaines de réflexion autour de quelle est notre vision. Donc, le groupe avait défini sa vision, une série de missions qu'elle s'était fixées. Et du coup, les objectifs de l'équipe expérience numérique venaient servir cette vision-là. Du coup, on pourrait dire qu'il y avait des objectifs globaux au niveau de l'entreprise, mais plutôt une vision, une mission qui est donnée, une espèce de don't be evil à la Google. On avait quelque chose similaire pour la marque, mais les OKR n'avaient pas irradié et n'avaient pas été, en tout cas quand je suis parti, n'avaient pas été adoptés par d'autres équipes. Et du coup, Aude demande, pour mettre en place des OKR dans une entreprise, quelles seraient de ton point de vue les premières indispensables étapes? La première étape, à mon sens, c'est de définir une vision pour l'organisation, parce que s'il n'y a pas de compas qui donne la bonne direction, c'est difficile. On va se retrouver avec des équipes de mercenaires au sein d'une organisation qui avancent dans la direction qu'ils ont choisie. Quand on travaille dans une organisation, on sert une vision. Cette vision, il faut d'abord qu'on essaye de la définir. Pour qui on travaille, pourquoi, dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quel est notre sens dans la vie. C'est la question de la vie, de l'univers et de tout le reste. C'est à mon sens la première étape.
Combien d'OKR aviez-vous? Est-ce que c'est pas difficile de passer d'une hémorragie de feature à une oui, c'est très difficile. Là, je vous l'ai présenté en 2 slides. Dans la vraie vie, c'était un bon gros mois de conflits et d'engueulades. C'est pas évident et ça a demandé d'avoir aussi un tampon d'approbation du C-level à qui notre directeur avait bien vendu la démarche. L'idée, c'était aussi de ne pas faire sentir aux PO qu'on les rejetait, parce que c'était pas le but. On ne cherchait pas à les rejeter. On cherchait à, au contraire, leur donner suffisamment de temps et de liberté pour pouvoir creuser leur sujet à fond pour pouvoir nous les amener pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Et du coup, les faire passer de leur rôle de PO à leur rôle de PM leur a permis justement de consacrer ce temps-là à leurs activités essentielles, ce qui nous a permis à nous de faire le tri un petit peu entre toutes les demandes qui arrivaient. Et l'hémorragie de feature est arrivée un petit peu comme ça. Et du coup, on n'est pas non plus arrivé à une hémorragie d'OKR puisqu'on s'est efforcé de respecter la règle de ne pas dépasser plus que 2 à 3 objectifs par équipe et pas plus que 2 à 3 résultats clés par objectif, à quelques exceptions près, évidemment. Un OKR inspirant est-il encore un OKR au sens qu'il semble difficilement mesurable? Oui, c'est la difficulté des OKR inspirants et c'est pour ça que j'ai mis dans la rubrique des grosses boulettes qu'on a faites le fait de n'avoir quasiment que des OKR inspirants. Les OKR inspirants doivent rester l'exception, mais doivent nous aider à, comme je le disais, trouver notre place au sein de l'organisation. Les phases de scoping, comment elles sont menées? Elles sont menées parfois elles étaient en tout cas menées parfois dans la douleur. C'était un aller-retour qui était l'idée par le PO. Dans chaque phase, on avait identifié un leader qui n'était pas forcément la personne qui faisait, mais la personne qui s'assurait que tout le monde ait les moyens de faire. Et c'était le PO qui lidait la phase de scoping et il allait chercher les informations et il faisait se parler les personnes entre elles. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans des ateliers où on avait le product manager et les gars de UX UI qui parlaient entre eux avec le PO, qui facilitaient les conversations. Moi, je n'y participais pas à ces conversations-là puisque le PO était tout à fait à même de le faire et appliquant la règle des 2 pieds, je n'avais pas de valeur ajoutée à apporter à ces rencontres. En marge du sujet OKR, au début, vous aviez séparé les activités de build et de run dans 2 équipes. Est-ce qu'à la fin, vous avez reconstitué des équipes de build et de run? Non, surtout pas. Alors, des équipes qui font à la fois du build et du run, je vous avoue qu'en tout cas, au Canada, j'ai eu un nombre relativement limité d'expériences, mais j'en ai jamais vu là-bas. J'en ai vu qu'ici et je comprends toujours pas aujourd'hui qu'est-ce qui motive à avoir une équipe qui fait à la fois du build et du run puisque par définition le run est imprévisible et le build a besoin de prédicabilité. Du coup, quand on travaille avec une équipe qui travaille sur quelque chose d'imprévisible mais à qui on demande de l'engagement sur une roadmap, il y a quelque chose qui va pas très bien à mon sens. Du coup, non, au contraire, on a trouvé que ça faisait beaucoup de sens d'être comme ça. Alors, au début, l'équipe de run, c'était 2 personnes. Hein. L'équipe de build, c'était aussi peut-être 2-3 personnes. C'était petit, mais voilà, on a trouvé que ça faisait parfaitement du sens d'avoir une équipe qui était dédiée au build et une équipe qui était dédiée au run. Il y avait des règles évidemment d'échange de travail entre les deux. Hein. C'était pas des équipes qui étaient complètement séparées et cloisonnées. Il y avait toujours des canaux de communication, mais non, le travail était séparé. Et voilà qui me fait arriver à la dernière question. La conf est-elle enregistrée? Alors je crois que oui. Je crois que oui. La conf est enregistrée. Il y a une petite question de Grégory Alexandre dans le chat. Si tu as le temps, parce que bon, on a un petit peu dépassé de 5 minutes, mais peut-être la question de Grégory qu'il a postée dans le chat. Alors, individuel, entretien individuel ou one-to-one? Je ne comprends pas, Grégory, tu veux dire les OKR individuels? Ah, ok.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les one-to-one, la façon dont on les faisait, c'était pas des objectifs qui. On ne parlait pas dans les one-to-one des objectifs liés au produit. Les one-to-one servaient aux managers à faire leur job de manager, c'est-à-dire euh, voir comment se sentait un collaborateur et s'assurer qu'il ait les moyens de s'épanouir et les moyens de travailler, les moyens d'accomplir ses propres objectifs. Alors du coup, c'est pas le moment où le manager venait challenger le collaborateur sur son travail. C'était un échange entre les deux autour des moyens qui étaient mis à disposition de chacun, en fait. Du coup, est-ce que je suis pas, je suis désolé, Greg, je suis pas sûr d'arriver à répondre à ta question comme ça. Ah, ok, pardon. Des OKR individuels, j'imagine que ça pourrait être utilisé pour les one-to-one. Pourquoi pas, effectivement, mais je serais prudent sur la notion de KR individuel qui pourrait être vu comme des outils de mesure de performance individuelle. Donc oui, probablement, mais j'encouragerais la prudence en tout cas. Build run, tout dépend de ta périodicité de mise en prod. Oui, en tout cas, nous, on avait de la livraison continue, du coup, c'était relativement facile, mais ça a été un chantier de mettre en place cette livraison continue. Mm. Samuel, en ayant assumé le run, tu prends en compte la qualité différemment dans ton build. Tout à fait. Ça n'est pas faux. Quand je parle de run, je ne parle pas des bugs issus du build. Les bugs issus du build étaient traités par l'équipe de build, n'étaient traités par l'équipe de run que les bugs étant déjà présents en prod, en fait. Et voilà. Ok, très bien, super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'était une session bien interactive. N'hésitez pas à mettre votre avis sur les rôtis qui sont là ou que j'ai mis aussi dans le chat. C'est toujours super utile et très chouette. Là, donc, c'est la pause de midi. Vous avez bien sûr à aller rejoindre. Si vous avez l'occasion, franchement, il y a les sponsors qui ont prévu des animations sur leur stand. N'hésitez pas à y aller, ils sont dispo. Au moment des pauses, à partager, continuez à partager entre vous aussi. Continuez les discussions. Si les personnes sont dispo en chat privé dans les tables, dans l'Atrium. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à vous.